Bonjour, c'est toujours délicat et je vous avoue que je ne me fais pas à ce type d'enseignement dans lequel je suis en train d'enregistrer face à soit un amphithéâtre vide, soit une salle de conférence vide avec des croix. Et c'est vrai que les difficultés, et autant pour vous que pour nous autres, enfin en tous les cas je parle de moi, je n'engage que moi-même, la difficulté est là, elle réside dans le fait que le contact, parce qu'en fait, étant en S5, il va de soi que vous arrivez à un niveau où vous n'avez pas vraiment besoin d'un enseignement qui vous dicte, d'un enseignement qui vous gère vos façons de faire et de dire. Vous êtes en S5, donc vous êtes en principe à un niveau dans lequel la recherche, le travail personnel, l'effort individuel est acquis. Car le fondement même des études universitaires, et pardonnez-moi de revenir sur le b.a.-ba, de la connaissance, le fondement même de la connaissance et de la recherche et de la formation universitaire, je disais tout à l'heure scientifique, de la formation universitaire, c'est l'apprentissage, la capacité d'écouter et la capacité de travailler personnellement. Je vous le dis et je vous le redis, rien ne vaut le lire. C'est vrai que nous sommes dans un contexte où on pourrait parler éventuellement d'une démocratie, d'un usage de l'Internet, d'un usage des outils de communication, d'un usage de la modernité. Au demeurant, je vous ai ramené et je vous donnerai un document qui est intitulé « La démocratie électronique ». Et l'auteur, Stéphanie Wojcik, s'interroge sur la réalité de l'électronique et elle s'interroge également sur sa véracité, son utilité, ce qu'elle appelle mythe et réalité de la démocratie électronique. Toute nouveauté, tout élément nouveau doit interroger l'humain. Et l'humain qui ne s'interroge pas est un humain qui consomme, comme nous le disent tous ceux qui s'intéressent à l'élément électronique, aux éléments à l'usage de tout ce qui est modernité, à l'usage de tout ce qui fait écran entre les êtres humains et l'enseignant. Je vous le dis et je vous le redis. Il faut lire. Rien ne vaut le lire. Ce n'est pas pour rien que je vous rappelle que ceux qui ont inventé l'électronique, ceux qui ont inventé les webs, ceux qui ont inventé les téléphones portables et tout ce qui est modernité, tout ce qui est communication rapide, je vous rappelle que leurs enfants sont éduqués de la manière la plus classique, la plus traditionnelle, comme les études médicales montrent que l'usage de l'écran pour des enfants est catastrophique. Ce n'est pas pour ne pas me placer dans la modernité que je vous dis cela. C'est aussi une façon de vous dire qu'en tant qu'enseignante, je déplore. Mais ça, que voulez-vous? Ce sont les aléas de l'existence. Et ces aléas de l'existence, c'est vrai que les responsables privilégient la santé des hommes à la connaissance. La santé des hommes, certes, mais cela n'empêche pas que le virus circule, cela n'empêche pas que le temps passe, cela n'empêche pas de la nécessité et de l'urgence de maintenir la connaissance. Pour ce faire, je vous rappelle, et je vous le redis,
lisez, essayez de reprendre les données ce que je vous ai donné en bibliographie. Je vous ai cité un document qui existe à la bibliothèque. Vous pouvez parfaitement lire tout ce qui porte sur le libéralisme. Vous pouvez le chercher, il y a des conférences qui sont données. Vous pouvez lire tout ce qui porte sur les idéologies contemporaines et anciennes, tout ce qui porte sur le socialisme, tout ce qui porte sur le nationalisme, tout ce qui porte sur le totalitarisme. Et suivant l'actualité, il va de soi que vous pouvez parfaitement saisir l'intérêt d'un enseignement d'histoire des idées politiques et l'intérêt de la connaissance de l'histoire. Vous avez certainement suivi les événements, les élections aux États-Unis. Vous avez certainement suivi le tollé, les contestations en France. Vous avez certainement suivi les 1001 contestations en Europe, en Inde et ailleurs. Les hommes et les femmes se soulèvent contre les violences, contre les inégalités, contre les arbitraires. Or, dans le monde des hommes, contrairement au monde animal, dans le monde des hommes, l'être humain assassine son corrélégionnaire, assassine les femmes, alors que dans le monde animal, il y a la lutte entre pour la survie, mais aucun animal n'assassine les femelles. Donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est Françoise Héritier. Ce sont des travaux d'une sociologue, d'une anthropologue, d'une dame qui a beaucoup écrit sur les sociétés humaines, sur l'être humain, sur le savoir, sur la connaissance. Donc toute cette introduction, pour vous dire un petit peu, c'est une façon de vous dire le mal-être. Parce que le mal-être, je ne veux pas vous le faire passer, mais je veux simplement vous dire qu'en S5, droit langue française, vous n'êtes pas très nombreux. Depuis toujours, quand les autres sont 200, vous êtes 50. Quand les autres sont 300, vous êtes 100. Et donc, le choix du droit public langue française, vous n'êtes pas très nombreux. Donc, c'est vous dire l'intérêt quand vous êtes en présentiel, on vous connaît un à un, ceux qui travaillent, ceux qui sont déjà dans le métier dans la vie active, et ces jeunes étudiants qui sont en formation avec toutes les espérances et tous les espoirs. Je ne dis pas que ceux qui travaillent n'ont pas l'espérance, ils ont l'espérance de changer de statut social, ce qui est une excellence, ce qui est aussi admirable, ce qu'il faut encourager. Et les autres qui sont là, enfin, donc, à tous ces étudiants, entre lesquels je ne fais pas de différence, sauf que les uns ont déjà un bagage professionnel, les autres sont à la recherche d'un bagage professionnel. Donc, à cela, je dis, il faut lire, parce qu'à défaut de vous avoir en face, et donc de voir, n'imaginez pas que quand nous sommes en présentiel, il ne faut pas imaginer ou croire qu'on ne vous voit, qu'on ne saisit pas, même si vous êtes très nombreux dans l'amphi. Un professeur sent l'amphi, il saisit les regards. Il y a toute une étude du comportement qui nous permet de déterminer si vous comprenez ou vous comprenez pas, si vous dormez, si vous rêvez, etc., etc. Donc, en introduisant à toutes ces difficultés d'un enseignement à distance, plutôt de quelques bribes, je dis bien bribes d'enseignement à distance, eh bien, j'ai décidé aujourd'hui de faire le cours comme si je vous avais en face de moi. Cela s'appelle l'illusion. Et l'illusion, c'est celle qui vous permet de voir que j'ai un ouvrage qui s'appelle Le Serge Audier, le néolibéralisme, une archéologie intellectuelle. Que ce document, que ce livre,
sur lequel, je vous ai dit, c'est un livre récent, je vous ai dit de lire Le Touchard. Il va de soi que c'est le passé, mais on a besoin d'actualiser les connaissances. Et l'actualisation des connaissances est valable pour l'adulte, tout comme pour vous, tout comme pour nous. Autrement dit, on a une vision très sclérosée et très statique des faits. Or, la connaissance est en perpétuelle transformation. C'est un petit peu comme la maison que vous bâtissez. Si les fondations sont solides, et qu'est-ce que c'est que les fondations pour une formation? C'est la méthodologie, c'est la capacité de lire 600, 700 pages, d'en retenir l'essentiel. C'est la capacité de lire rapidement. C'est un apprentissage. Rien ne tombe du ciel. On apprend. On ne naît pas. La connaissance est un cumul, est une actualisation. C'est un pas en avant, une avancée. Pas en avant, pas en arrière, c'est-à-dire c'est une continuité. Et donc, pourquoi j'ai décidé, au lieu d'être là en face de vous, un petit peu comme une momie, j'ai ramené avec moi des documents. C'est-à-dire, voyez-vous, je ne fais pas de polycopier. Pourquoi? Parce que c'est une matière dans laquelle il y a énormément d'écrits. Et si vous vous souvenez ce que je vous ai dit dans les premières séances, je vous ai dit comment on aborde l'histoire des idées. Et pourquoi on aborde l'histoire des idées de la manière que j'ai choisie. Je ne l'ai pas choisie comme ça par plaisir. Je l'ai choisie en tenant compte de vos formations, en tenant compte du fait que depuis mars, vous n'avez pas suivi des cours à distance comme Si, je ne dis pas mes collègues ont été à la hauteur et tout le monde est à la hauteur, mais, pardon, le fait que vous ayez, excusez-moi, le fait que pendant les examens, nous ayons été appelés à vous donner des sujets sur les cours en présentiel, eh bien, la vieille enseignante que je suis s'interroge sur l'efficacité des cours à distance. Je ne remets pas en question, mais je dis, c'est un essentiel. C'est une prise de contact, excusez-moi, qui doit s'inscrire dans votre travail personnel. Vous devez lire. Et pour ce faire, je vous rappelle ce que je vous ai dit les dernières fois. La dernière fois, excusez-moi, il fait un peu froid dans la salle, donc c'est pour ça que je tousse. Et donc cela, c'est pas toujours agréable d'avoir le froid, de devoir boire à toutes les secondes pour éviter d'attraper le... Donc la dernière fois, je vous ai dit que je choisissais de vous donner quelques définitions, plutôt que de définitions, de vous dire que on peut comprendre le présent que par un retour à l'histoire. Aujourd'hui, nous parlons de démocratie, de liberté, d'idéologie, de libéralisme, de néolibéralisme, d'échec du néolibéralisme, des droits de l'homme, d'un tas de données qui plongent leurs racines dans le passé. Je vous avais fait une partie que j'ai appelée Cité et citoyens pour vous donner les éléments essentiels. Ces éléments essentiels en histoire des idées sont à la fois des écrits de penseurs, des réflexions d'hommes, de savants, d'hommes de terrain, de politiques, de scientifiques, sur le devenir des sociétés humaines.
l'Antiquité grecque, l'Antiquité romaine sont importantes pour deux éléments que je vous avais donnés. Premier, c'est l'organisation politique, la structure de la cité, les précurseurs de l'État. Le modèle de l'organisation politique, ce sont les Grecs qui ont inventé la démocratie. C'est en Grèce que l'on a les outils, c'est-à-dire la création de toutes les du modèle, de tous les modèles qui vont être utilisés plus tard par tous pour faire vivre des relations entre les hommes, quel que soit leur milieu socio-économique, quel que soit leur niveau culturel. Autrement dit, ils vont inventer l'usage de la parole et de l'écriture. La dernière fois, je vous ai dit les outils. Et je redis les outils, c'est-à-dire la parole, c'est la capacité du débat. Pour débattre, il faut avoir la matière à débat. Donc on va donner aux gens toutes les informations utiles à l'exercice de la gestion de la cité. Et donc c'est ce qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire c'est la participation des citoyens à la gestion des affaires de leur cité, du milieu dans lequel ils vivent. Et cette participation, eh bien cette participation, elle est directe chez les Athéniens, elle est limitée aux membres d'une certaine famille chez les Spartiates. Donc voilà pour la Grèce. La démocratie, les outils de la démocratie, c'est-à-dire un partage du pouvoir, une sorte de partage du pouvoir entre ceux qui dirigent, ceux qui font la guerre et les autres. Les Romains, comme je vous l'avais dit, ils ont apporté la construction d'un droit général, un droit qui protège l'individu, tant dans son application pour les gens du peuple, pour la plèbe, le peuple on l'appelait la plèbe, que pour les aristocrates, pour toutes les catégories sociales. Et je vous avais dit que dans ces deux modèles, donc démocratie, droit général, citoyenneté restreinte. Chez les Grecs, parce que les femmes sont exclues et les étrangers, chez les Romains également, sauf que chez les Romains, on peut être un esclave affranchi, c'est-à-dire le maître le libère et lui donne tous les droits que peut avoir un citoyen qui n'a pas été, auquel on n'a pas supprimé sa liberté. Donc, et je vous ai dit que dans les temps modernes, qu'entre ce passé et 19e siècle et 20e siècle, on se retrouve face à deux types, globalement, à deux types de citoyenneté. Ces deux types de citoyenneté sont la citoyenneté restreinte, donc ce que je vous ai expliqué, ce que je vous ai dit, ceux qui sont les citoyens, ce sont ceux qui sont protégés par la loi et qui reconnaissent la loi. Protégés par l'État et qui reconnaissent l'État. C'est des devoirs et des obligations, on dirait en termes contemporains. En contrepartie de la fidélité à l'État, en contrepartie des solidarités, l'État protège. L'État protège les citoyens, assure leur sécurité. Donc, on a la citoyenneté restreinte. Les femmes sont exclues. Les esclaves également. Les esclaves dans la Grèce antique, on les appelait les métèques. Et puis bien sûr, je vous renvoie aux lectures. Vous allez chercher l'Antiquité grecque, Athènes, Sparte, ils vont vous donner les descriptions des institutions qui sont à l'origine du Parlement, à l'origine de l'Assemblée, à l'origine des gouvernants, etc., etc. On ne va pas dans tous ces détails. Ce qui m'importait, c'est de vous dire des essentiels. Et puis, je vous ai parlé de la citoyenneté élargie. La citoyenneté élargie, c'est-à-dire c'est une citoyenneté
qui s'applique à tous ceux qui est lié à la nationalité. Je vous ai donné l'exemple du Maroc. La Constitution de 2011 accorde l'égalité entre les hommes et les femmes. Autrement dit, les Marocains sont tous des citoyens, au sens où ils sont protégés. Ils sont protégés par la loi. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, les mêmes obligations et les mêmes devoirs. Et l'État doit leur assurer la protection au même titre, quel que soit leur genre, quel que soit leur sexe. Donc, c'est à dessein que je vous ai rappelé la Constitution. C'est pour vous dire simplement que par exemple, quand vous prenez la Constitution marocaine de 2011, vous allez à l'article 19. L'article 19, titre 2, il donne l'égalité entre hommes et femmes. Et à partir de cela, la citoyenneté, elle est elle est multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elle revêt plusieurs dimensions. La dimension politique, participation aux élections, candidatures, la dimension juridique et socio-économique. Et ça, c'est important. Et bien sûr, la dimension civile, c'est-à-dire en contrepartie, l'État vous protège la vie privée, vous avez toutes les libertés publiques. Vous allez donc l'article 19, l'article 25, l'article 27. Autrement dit, la loi attribue l'égalité à tous les sexes, lesquels ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc, aujourd'hui, autant de l'article 19 jusqu'à l'article 31, la Constitution marocaine s'inscrit dans son introduction, dans son préambule, que dans ses différents titres, elle s'inscrit dans cette histoire de la naissance de la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui va conduire les Marocains, les différentes composantes de la société marocaine, à s'inscrire dans la continuité, dans la recherche du bien-être et du bonheur des uns et des autres dans le cadre de la légalité. Donc, je vous ai rappelé un petit peu, je vous ai rappelé ce que les Grecs et les Romains ont apporté, et jusqu'au XXe siècle, ce qu'est la citoyenneté multidimensionnelle. Il ne suffit pas de rester dans le passé. J'utilise l'histoire des idées et en même temps, je vous donne des données sur le présent. Vous allez me dire le parcours historique, eh bien c'est cela à quoi servent les lectures. Ils servent à lier les uns aux autres et à reconnaître que le droit est utile dans le monde des idées et que les idées, ce sont elles qui font le droit et vice-versa. Donc je continuerai tout à l'heure en reprenant ce que je vous avais dit la semaine dernière. Je passerai sur toute la période du 16e, 17e, je tiens à vous dire ce que sont les idées des Lumières qui sont à l'origine du libéralisme.